Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans un fauteuil avec Arthur Waller, cofondateur et CEO de Penny Lane. Salut Arthur. Hello, bien, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais me présenter rapidement. Je suis Julien Marmouti, je suis le directeur de H7 et j'ai la chance de passer ce temps avec toi ce soir Arthur. On aura une partie d'échange tous les deux. On a essayé de cibler des éléments de ton parcours, des éléments aussi sur ce que tu as pu faire avant et évidemment sur Penny Lane. Et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin. Est-ce que tout roule de ton côté? Ça marche. Écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager quelques éléments sur Penny Lane. Tu vas me dire si j'ai tout bon. Donc, vous proposez une plateforme tout en un de gestion financière et comptable des dirigeants d'entreprise et leurs experts comptables. C'est déjà plus de 150 000 dirigeants qui sont clients aujourd'hui en Europe, principalement en France. Que en France. Que en France, ça c'est aussi une des particularités, on peut en parler. Vous avez levé depuis 2020 plus de 148 millions d'euros et du coup, ça vous a donné récemment le statut de licorne, ce qui est aussi un des sujets qu'on pourra aborder. Et l'équipe compte désormais, tu le disais, plus de 350 membres chez Penny Lane, dont 30 à Lyon, pour 25 nationalités représentées. Ça doit être là, je sais pas exactement, mais ça doit être à peu près ça. Ouais. On est bon là-dessus? Bon, écoute, je te propose de commencer par une question rituelle. À Hachette, on aime bien savoir comment te présenteraient tes amis si je devais leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils diraient sur toi, Arthur? Mes amis, pas mes collègues. Non, tes amis, ouais. Mes amis. Euh, passionné, peut-être numéro 1. Passionné et peut-être têtu. Euh, et, euh, et après, ça se voit pas malheureusement, j'en fais pas assez, mais fan de sport, c'est le truc que j'adore. C'est quoi le sport que tu aimes regarder ou pratiquer? Foot. Ok. Heureusement, Paris est en demi. Foot et non, mais là, je suis surtout excité à l'arrivée des JO là. 100 jours. Voilà. Bon, écoute, passionné, têtu et sportif. En tout cas, c'est ce qu'on retiendra sur ton parcours académique. Moi, j'avais noté deux choses. Tu es diplômé en économie de Sciences Po et de Polytechnique. Concrètement, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu souhaiterais aussi partager à l'audience qui est pour partie encore en études? Alors, je pense que pour le coup, ce que j'ai appris pendant mes études, donc j'ai fait des études, on va dire, assez généralistes, mais avec à chaque fois une partie sciences dures et sciences sociales. Donc en premier cycle, j'ai fait donc une licence à Sciences Po et une licence à Paris 6 en maths. Et après, la même chose en économie et économétrie. Et donc, je pense que pour un CEO ou une CEO, c'est pas trop mal parce que ça te permet d'avoir du coup une compréhension. Tu peux à la fois comprendre un peu le monde des devs, nous quand on fait du SaaS, et aussi comprendre des enjeux moins techno et plus business. Et après, moi je pense que alors, on a une particularité, on a pas mal de gens au produit chez nous qui viennent notamment de Sciences Po ou d'écoles de commerce. Je pense que les business simples, il y en a pas mal qui ont déjà été faits. Et que du coup, les nouveaux business qui doivent grossir, c'est des business plus compliqués, où tu dois du coup plus comprendre un peu profondément les tenants, les aboutissants, les stakeholders et tout. Et donc, je pense que d'avoir fait des études presque un peu sociologie et tout, ça aide pas mal. Tu vois, nous, c'est une chaîne assez complexe. Il faut comprendre comment les experts comptables, leurs clients, ils interagissent, etc. Ça, je pense que ça aide pas mal. Après, moi, les études que j'ai fait, elles menaient normalement à faire de l'économie. Du coup, j'ai fait des stages en économie pendant ma césure de master dans les deux trucs un peu le Graal que tu pouvais faire avec ces études-là. C'était au FMI et chez Goldman Sachs. Et j'ai détesté les deux. Et c'est ça qui a fait que je me suis plus lancé dans l'entrepreneuriat. Principalement, je dirais, d'une part parce que l'impression d'être un peu une goutte d'eau dans des grosses machines. Et deuxièmement, l'impression que le boulot que je faisais, enfin, c'est des stages, hein, des stages longs, que le boulot n'avait pas un sens énorme. Et du coup, à l'époque, avec mes potes de lycée et de fac, on se dit, bah en fait, c'est pas là-dedans qu'on se reconnaît, on a envie de monter notre boîte. Alors, il n'y avait pas du tout l'écosystème startup qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas du tout 30 000 vidéos YouTube pour apprendre comment monter sa startup ou quoi que ce soit. Et donc, nous, il y avait juste l'incubateur d'entreprise de Sciences Po. Et donc, on a postulé, on a dit qu'on voulait faire. On a eu une mauvaise réflexion, enfin, je ne recommanderais pas. On s'est plutôt à l'époque demandé
qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a appris. On s'est dit, OK, on a appris à faire des algorithmes, de l'économétrie, c'est de la prédiction. Et du coup, on a envie de faire un truc, on estime qu'on a un edge sur ça. Et donc, moi, j'avais entendu parler d'une startup aux États-Unis. J'ai fait une année d'échange là-bas, qui faisait de la prédiction de demande et recommandation de pricing pour les tickets des matchs de baseball. Donc, à l'époque, on s'est dit, on va faire la même chose pour les tickets de foot et l'opéra, etc. Et on a présenté ce projet du coup à l'incubateur de Sciences Po. Et à l'époque, on disait, on veut faire la billetterie, pourquoi pas autre chose. Et dans le jury de l'incubateur, il y avait un gars qui nous a dit, qui partait à la retraite, il a revendu sa boîte, il nous a dit, moi j'ai acheté un hôtel à Neuilly, et c'est mon fils qui le gère, et je pense qu'il fait à peu près n'importe quoi avec les prix. Genre aller le voir et puis tester de faire un algorithme pour lui recommander des prix. Et ça a marché. Donc au début, c'était un truc sur Excel, hein, mais avec des algos qui étaient implémentés, qui analysaient tous les jours le taux de remplissage de son hôtel, les événements, le prix de ses concurrents et tout. Et chaque jour, on lui envoyait un Excel avec voilà ton prix actuel pour chacune des nuits à venir, la reco. Il les a appliqués, il a fait pas mal de hausses de chiffre d'affaires. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, c'est ça en fait le marché. On a vu que le marché de l'hôtellerie, c'était beaucoup plus gros que le marché de la billetterie. Et donc, on a construit après un logiciel SaaS pour faire ça. Mais tout ça, c'était un peu en réaction à nos stages où on s'était dit, c'est pas trop là où je me vois, quoi. Et du coup, cette startup que tu es en train de nous présenter, elle s'appelle Price Match. Ouais. Ce qui est assez incroyable, c'est que tu l'as dit, tu l'as fondée avec des amis. C'est parfois, je dirais, un warning, en tout cas un point d'intention de se dire qu'il faut de la complémentarité. Quelle était à l'époque ta réflexion sur le sujet? Est-ce que c'était bon, on s'entend bien? Pas de réflexion. Malheureusement, on avait 22 ans, on sortait du coup d'école, quoi. Et on avait la chance d'avoir nos parents qui nous donnaient de quoi vivre, qu'on n'avait pas besoin de sous. On a tous pris un crédit étudiant, 12 000 euros chacun. On a mis, du coup, on était 6. On a mis 75 000 euros. On a eu une subvention de la ville de Paris. En tout, on a eu 100 000 euros. Et avec ces 100 000 euros, on s'est dit, faut qu'on construise un truc. Et sur les amis, du coup, donc on était quand même. Donc il y en avait 3 de Polytechnique, 3 de Sciences Po, plutôt un G et moins un G, quoi. Et on a essayé de se répartir les tâches. Effectivement, la première fois qu'on a parlé avec des investisseurs, c'était 1 an et demi plus tard, donc c'est un fonds français Partech. Ils nous ont dit, oh là, c'est flippant. Voilà. Et au final, ça s'est bien passé. Je dirais qu'il y a peut-être, on était 2 qui étions peut-être plus généralistes, ou en tout cas qui avions envie d'être plus généralistes. Et du coup, peut-être qu'avec ce deuxième cofondateur, je pense qu'il pouvait y avoir parfois un peu des frustrations de où est ma place, mais sinon tous les autres c'était très clair. Et donc on était 6, donc on a vendu. Et du coup sur la deuxième boîte Penny Lane, on est 7. Donc tu en as 4 des 6, plus Thierry qui vit à Lyon, qui était un des premiers devs de Price Match, qui est du coup maintenant cofondateur, et plus 2, du coup Edouard, qui était un ami de lycée, qui est directeur commercial, et Alexandre, qui était notre expert comptable. Et comme on s'est lancé dans la compta, il venait de se mettre à son compte, il a lâché son cabinet pour nous rejoindre, et du coup c'est lui qui gère toute la partie support, déploiement des cabinets partenaires avec Penny. Donc là, sur cette deuxième entreprise, la réflexion est un peu plus poussée. Vous êtes quand même dit. Cette fois-ci, on s'est dit que c'était un. Alors, on peut revenir après sur ce qu'on construit, mais c'est un gouffre de fonctionnalités et on s'est dit qu'on ne serait pas trop d'headset. On s'est dit que, quand on a réfléchi à l'idée de la deuxième boîte, on s'est dit on veut un gros marché. C'était un de nos critères clés. Et on s'est dit du coup c'est un gros marché. Si tu attaques un gros marché, alors certes, tu as peut-être moins de parts, voilà, mais c'est pas ça qui compte. Le gâteau, il est entre guillemets tellement gros, tu peux te le partager, il n'y a pas de souci. Tout l'enjeu, c'est est-ce que tu vas réussir à gagner ce marché ou pas, quoi. Bah écoute, parce que tu es passé un peu vite en disant que tu avais revendu Price Match, je te propose quand même qu'on s'arrête là-dessus. Mais peut-être une question, tu dis qu'il y avait ce premier hôtel qui a testé. La question qu'on nous pose souvent, c'est comment je définis le prix. À ce moment-là, pour ton premier client payant, qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour définir le prix? C'était ce qu'il était prêt à payer? C'était un pourcentage? Et est-ce que ce même prix a duré toute l'aventure jusqu'à la vente auprès de Booking? Alors, on était très naïf et idéaliste, donc on s'est dit on lui fait gagner 20% de chiffre d'affaires. Il va bien savoir nous en donner, 10-20% de ça, quoi. Donc, on va pouvoir lui pricer un pourcentage de son chiffre d'affaires ou un pourcentage.
Après, très vite, il nous a dit non, mais j'ai gagné 20% de chiffre d'affaires, mais c'est parce qu'il y a plus de touristes chinois, c'est pas que vous. Là, on s'est dit ça va être compliqué d'isoler vraiment notre impact. On s'est rendu compte que se rémunérer sur un pourcentage de ce qu'on amenait, ce serait impossible. Du chiffre d'affaires compliqué aussi. Et on s'est rendu compte assez vite qu'un hôtelier, il achète déjà plein de logiciels, logiciels de gestion de son hôtel, ce qu'on appelle un channel manager qui lui permet de mettre les prix à jour sur tous les sites. Tu as un truc pour gérer son site. Enfin, voilà. Et en fait, tous ces logiciels-là, ils facturent par X euros par chambre par mois. Pour dire, plus tu as un gros hôtel, plus tu payes cher. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'autre choix, parce qu'ils nous comparaient toujours aux autres logiciels. On n'avait pas d'autre choix que de dire, moi aussi, je coûte X euros par chambre par mois. Alors, dans notre cas, c'était, je crois, 7 euros par chambre par mois, je crois. C'est-à-dire qu'un hôtel moyen de 40 chambres, il devait nous payer 280 euros par mois. J'entends encore un de nos commerciaux qu'on a recruté qui est en train de dire 7 euros par chambre par mois, c'est moins que ce que tu dépenses pour ton savon dans ta chambre. Donc, et nous, on te fait gagner des sous, donc c'est sûr que c'est rentable pour toi. Ouais, donc c'était ça le tarif et ça n'a jamais bougé. Après, ça n'a pas duré super longtemps, Price Match, puisqu'on a vendu au bout de 3 ans et quelques mois. Mais ouais, ça n'a jamais bougé. Donc, tu le disais, Arthur, vous revendez l'entreprise 3 ans plus tard à Booking, une valeur estimée entre, j'écoutais les podcasts, 50 et 100 millions d'euros. On est dans cette fourchette-là. Est-ce que c'était le plan, vraiment, de revendre? Pas du tout, là encore. Non, donc on a mis 1 an et demi. Enfin, donc la première boîte, comme je le disais, nous on était dans notre incubateur. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres startups à l'époque. Hein. Il y avait un peu Blablacar, Criteo, mais il n'y avait pas beaucoup de startups. On fait le truc dans notre coin. Ça nous a pris 1 an d'avoir un début de logiciel. Qu'au bout d'1 an, on a pu aller voir des hôtels et leur dire regardez, j'ai un logiciel qui coûte voilà. 6 mois plus tard, on avait commencé à avoir un peu des clients. Je ne saurais pas te dire, mais je pense qu'on avait à peu près entre 50 et 100 hôtels clients. On faisait entre 10 et 20 000 euros de MRR. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Partech nous approche et dit est-ce que je peux investir? Nous, on n'avait aucunement notion de ce que c'était un fonds de capital risque. Est-ce qu'on était dans les clous? Est-ce qu'on était dans leurs critères, entre guillemets? Ils disent allez, on y va. Donc, ils mettent 1 million d'euros en seed. Ils nous ont poussé, parce que nous, on était avec nos crédits étudiants. Hein, on n'avait que des stagiaires. Ils nous ont dit non, mais en face, il y a un Américain qui s'appelle Duetto. Ils ont levé beaucoup de sous. Si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut professionnaliser un peu. Là, on a vraiment structuré. On a compris que sur cette première startup, l'enjeu, c'était plus, fallait faire un bon produit, mais la vraie complexité, elle était dans le vendre. Parce que les hôtels, malheureusement, ils ne tapent pas sur Google outils de revenu management. Et donc, c'était vraiment de la vente dure, outbound. On a tout testé, mais le truc qui marchait, c'était d'appeler. Donc, on avait des gens qui appelaient, des gens qui convertissaient, free trial, etc. Et donc, on a vraiment structuré ça. Et là, on est passé en 18 mois, je dirais, de 20 000 à 150, 200 000 euros de MRR. Et surtout, on a signé le groupe Accor pour équiper tous ces hôtels Ibis dans le monde. Et à ce moment-là, du coup, on allait lever une série A. On a signé la LOI pour la série A et tout. Et pendant la période d'exclusivité, il y a Booking qui nous a dit moi, je veux vous racheter. Il se trouve qu'ils avaient lancé une branche B2B SaaS, qu'on avait eu quelques échanges avec eux. Et à ce moment-là, ils ont dit ouais, je veux vous racheter. À la base, on n'était pas chaud. Il y a 2 trucs qui nous ont fait vendre. Un, et peut-être le plus gros quand même, hein, c'est qu'ils nous ont fait peur. Donc ils nous ont dit si vous ne nous laissez pas vous racheter, on va faire un copycat de votre truc. On a 2500 account managers dans le monde, ils vont aller vendre. A posteriori, j'aurais jamais dû avoir peur parce que en vrai, c'est une goutte d'eau pour leur business. Ils gagnent beaucoup plus de sous en vendant des chambres d'hôtel qu'en vendant du SaaS de revenue management. Mais sur le coup, ça nous a fait un peu peur. L'autre truc, c'était quand même de dire on est dans un marché quand même relativement niche. À un moment ou à un autre, quand tu fais une boîte de revenu management d'hôtel, à un moment ou à un autre, tu vas la vendre parce que tu es relativement niche. Donc il y a un gros poisson, c'est soit un booking, soit un logiciel de gestion d'hôtel, une chaîne d'hôtel éventuellement qui va te racheter.
Et nous, on s'est dit, s'il y a une boîte où on veut aller passer 3 ans, c'est Booking, c'est celle qui a l'ADN le plus proche de nous. C'est une boîte tech produit qui était notre ADN. Et du coup, on s'est dit, bah go. Et après aussi, bah, il y avait un gros chèque quoi, sous les yeux. On avait 25 ans, donc on l'a pris. Pour le coup, par contre, avec Penny Lane, justement, là, on s'est dit, on veut pas vendre. On sait que c'est un peu notre dernière boîte. Enfin, c'est une débauche d'énergie folle. On sait qu'on va pas en monter une. Là, c'était dans nos critères. C'était une boîte où on va cette fois-ci pas se dire après 3 ans, je veux vendre, ni s'ennuyer, faire que le marché il soit énorme, que tu as toujours des nouveaux trucs à construire. Et après, ça c'est plus sur ce marché-là. Pour le coup, j'ai pas encore. Donc nous, c'est peut-être des historiques du coin, mais nos amis de CJ, de Sage, à qui on fait concurrence, c'est sans aucune offense, mais c'est pas Booking, quoi. C'est pas des boîtes avec un ADN très tech produit très fort. Et du coup, j'ai moins peur. Je devrais, mais moins peur d'eux que de Booking à l'époque. Eh ben, écoute, tu me donnes une très bonne transition. Je voulais te poser une dernière question sur justement ton passage chez Booking. Donc, tu es resté plusieurs années aussi parce que tu avais une période de burn-out pour faire cette transition post-rachat. T'expliques quand même que tu as énormément appris sur plein d'aspects parce que Booking, tu le disais, hein, c'est un vrai leader, c'est j'allais dire une start-up, mais c'est une scale-up technologique extraordinaire. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager à l'audience que tu gardes encore et que tu utilises encore aujourd'hui de ces années-là? Donc peut-être pour que tout le monde ait le contexte, donc Booking c'est la plus grosse boîte e-commerce européenne, c'est hollandais. Donc nous on a tous déménagé à Amsterdam pour bosser là-bas au siège. Pour vous donner quelques chiffres, c'est à l'époque à peu près 2000 devs à Amsterdam, tout centralisé à Amsterdam. C'est pas remote, c'est 100%. À peu près 200 product managers. Et pour vous donner d'autres chiffres, c'est le premier ou deuxième plus gros client de Google dans le monde. C'est à peu près 2 à 3 milliards d'euros par an de AdWords. Ça fait un peu peur. Et du coup, ce qu'on a appris, nous, déjà le premier truc, c'est moi, ils m'ont dit, en tant que CEO, le job le plus proche de CEO chez Booking, c'est Product Manager. Donc tu vas être Product Manager de ton produit chez Booking. Alors nous, on n'avait pas de Product Manager. À l'époque, il n'y avait pas du tout, on ne savait pas ce que c'était les Product Managers. On s'est dit, c'est un truc de grosse boîte, un peu bullshit. Voilà. Et en fait, moi, je suis sorti des 3 ans en disant, le rôle clé dans ma prochaine startup, ce sera Product Manager. Et donc, Booking, un des trucs donc, malgré la taille, ce qui était incroyable, c'est qu'on avait une liberté totale. Vraiment, t'as peut-être quelques lourdeurs parce que c'est une grosse boîte, mais vraiment, t'as une liberté quasiment totale, quoi. Ils sont organisés avec plein de petites équipes. Chaque équipe produit gère un scope, une partie du produit. Tu as une équipe qui gère, alors, vu la taille et les volumes dont tu parles, tu as une équipe qui gère que la barre de recherche. Et toute la journée, ils font des itérations sur la barre de recherche. Après, ils ont un tel volume qu'ils ont construit leur propre machine d'expériment. Enfin, ils appellent ça experimentation tool. Donc en moyenne, si tu vas sur Booking, tu as à peu près 1000 A/B tests qui run en parallèle. Et ils peuvent en permanence voir ce qui marche pas. C'est ça qui fait qu'ils convertissent mieux le trafic qu'ils acquièrent et qui fait qu'ils peuvent payer plus cher que Expedia et les autres et du coup qu'ils gagnent ce jeu-là. Donc ça, c'était un truc qu'on a appris, qu'on garde nous, les 3 trucs qu'on veut garder de Booking absolument. C'est la culture de mettre le client et l'utilisateur au centre de tout. C'est une obsession. Ce que je dis toujours, c'est que c'est plus facile quand ton site, c'est un truc de réservation d'hôtel, parce que tous tes salariés, ils ont déjà réservé un hôtel, ils savent ce qui est pénible ou pas. Nous, tous nos salariés n'ont ni géré une boîte, ni fait de la compta. Donc, c'est plus compliqué de créer l'empathie. C'est des questions qu'on se pose. C'est comment on crée l'empathie, comment on fait que nos salariés ils comprennent le problème qu'ils doivent résoudre au quotidien. Mais on a plein d'initiatives qu'on prend. Deuxième chose, c'est d'être super data-driven. Donc, d'essayer de mesurer tous les changements que tu fais pour voir si ce que tu fais, ça va dans la bonne direction ou pas. Et troisième point, c'est cette organisation super décentralisée. Donc, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets. Chaque petite équipe fait ce qu'elle veut. Par contre, il faut quand même il y a 2 conditions pour que ça marche, selon moi, qu'ils avaient réunies. Un, c'est tu dois quand même avoir un pilote dans l'avion le jour où il faut arbitrer. Et ce pilote, chez eux, comme chez nous, chez Penny Lane, c'est le product manager. Et deuxièmement, il faut quand même que tu aies une stratégie de boîte super claire pour que tout le monde sache vers où on va, des objectifs très clairs et bien compris par tout le monde,
et de la transparence sur toutes les données, parce qu'il faut que chaque petite équipe, elle sache si ce qu'elle est en train de faire, ça aide l'objectif de la boîte. Est-ce qu'elle est en train d'aider la boîte à aller dans la bonne direction ou pas, quoi. Donc ça, c'est les 3 grands trucs qu'on a essayé d'apporter. On a un 4e quand même, plus sur le côté RH. Nous, on a été très impressionnés par le fait qu'ils laissent toujours les gens choisir entre une carrière de contributeur individuel ou une carrière de manager. Et nous, on avait la sensation qu'en France, trop souvent, si tu es bon dans ton job, on te dit « Ok, la prochaine étape, c'est que tu vas devenir manager. » C'est un peu le truc que tu dois faire pour progresser. Et donc là, chez Penny Lane, on essaie de reproduire ce qu'on a vu chez Booking, que tu peux choisir l'un ou l'autre. Et nous, notre job en tant que Penny Lane, c'est de s'assurer que tu as la même reconnaissance en interne, le même niveau de REM, et que t'es pas. Et on estime qu'il y a des gens qui ont envie d'être manager, d'autres non, d'autres qui sont faits pour être manager, d'autres non. Par contre, si tu choisis le track manager, bah là, il va falloir que tu t'entraînes et qu'on te forme, nous, pour vraiment, et que c'est vraiment ton job, quoi. Donc c'est les 4 grands trucs. Après, moi, ce que ça m'a fait découvrir, c'est les autres trucs intéressants, c'est un business e-commerce qui a la particularité, on nous a répété le nom en permanence, de Flywheel, qui est que plus tu as de clients sur ton site, plus tu as de gens qui mettent leur hôtel ou leur appart sur Booking, et plus tu as de clients, parce que les gens, ils veulent du choix, et eux, ils veulent du trafic, quoi. Donc tu as un cercle vertueux boule de neige qui est assez puissant. Un autre truc intéressant, à la fin, j'ai fait partie d'une task force. En gros, Booking se faisait casser un peu sur les marchés émergents pour les voyageurs domestiques. Donc notamment en Asie du Sud-Est. Dans chaque pays, on était bon pour les Européens, les Américains qui vont dans ces pays-là. Par contre, un Indonésien, quand il voyage en Indonésie, il ne réserve pas sur Booking. Il y a plein de startups dans chaque pays. Et donc, j'ai fait partie d'une task force dont le job était de comprendre pourquoi on se faisait piquer le marché et comment on pouvait réagir. Et ça m'a fait comprendre pas mal de trucs. Premièrement, c'est qu'il y a des trucs qui nous paraissent évidents, qui en fait le sont pas. Typiquement, le premier truc dont on s'est rendu compte avec cette task force, c'est que les gens en Indonésie, déjà, ils n'ont pas d'email, ils ont un compte WeChat, pas mal d'entre eux. Et donc, quand ils valident leur résa sur le site local, sur Booking, si tu n'as pas d'email, tu ne peux pas valider ta réservation. Déjà, c'est quand même un problème. Et ça m'a fait aussi me rendre compte que les choix d'architecture que tu prends pour ton logiciel, tu t'en rends pas compte au début, mais c'est les choix qui te semblent les plus évidents, qui sont être le plus coûteux à terme à changer. Donc le jour où Booking du coup a dit il faut qu'on puisse accepter une résa sans email en checkout, bah bon courage, quoi, parce qu'en fait c'est un truc qui est tellement hard-codé partout, c'est tellement l'identifiant unique dans toutes tes bases de données que toi tu t'es pas dit au moment où tu as dit je vais demander un email que c'était un truc fort, mais en fait le jour où tu veux le changer, c'est fini, quoi. L'autre chose qui était intéressante là-dedans, c'était pareil que les gens, la plupart des Indonésiens, alors soit n'ont pas de carte bleue, soit ne veulent pas payer avec une carte bleue en ligne. Du coup, nos concurrents locaux, 60% du checkout, c'était tu faisais une résa sur le site, et après tu avais 24 heures pour aller au 7-Eleven, qui est la supérette du coin, pour donner du cash, pour valider ta réservation. Pareil, bah nous on débarquait, quoi. Et pareil, alors, sur Booking, autre chose, tu dois mettre ta carte pour valider ta résa. Bah, en fait, les gens n'avaient pas de carte. Et donc ouais, ça m'a fait réaliser encore une fois que tu as des trucs qui toi te paraissent évidents mais qui en fait le sont pas. Alors l'autre expérience qui m'a fait réaliser ça, c'est quand j'ai travaillé pour le FMI, là mon stage c'était au Gabon. Tu vois, tu as des trucs, pareil, t'as pas de nom de rue dans la capitale au Gabon. Des trucs qui toi te paraissent évidents, une adresse, Google Maps, bah en fait ça marche pas, quoi. Dans pas mal de pays, tu as des trucs qui, encore une fois, où nous c'est sûr que tu le ferais comme ça, mais en fait ça marche pas. Et vraiment ce truc d'architecture. Et donc ça c'est quelque chose auquel on a fait super attention pour Penny Lane. Alors je reviens sur Price Match. Un des trucs qu'on s'est demandé pendant nos 3 ans, on ne regrette pas à aucun moment Price Match, on a vendu à Booking, c'est très bien, mais on s'est dit est-ce qu'on l'aurait fait autrement si on devait revenir en arrière. Et tu as une boîte qui pour moi a vraiment gagné le marché de la recommandation de prix pour les hôtels. C'est pas Price Match, c'est une boîte qui s'appelle OTA Insight, une startup belge, qui a fait un produit un peu différent. Eux, ils faisaient juste un comparateur de prix. En gros, ils allaient juste voir le prix de tes concurrents. Et en tant qu'hôtel, ils te vendaient un SaaS, non pas à 280 €, mais à 70 €, où juste tu vois le prix de tes concurrents. Et bah, en fait, pourquoi ils ont, d'après moi, gagné le marché ? D'une part, c'est que la plupart des hôteliers,
n'étaient pas prêts à payer 280 euros. La plupart, par contre, 70, c'est un truc qui est un peu indolore pour eux. Et deuxièmement, c'est que nous, pour te donner une bonne reco de prix, alors certes, notre reco était infiniment mieux, mais en fait, il fallait qu'on se connecte à ton logiciel de gestion d'hôtel, qui est un cauchemar. Parce que c'est des outils on-prem, il y en a genre 40 en France, et je ne parle pas de l'étranger. Et tous ces gens-là n'ont aucun intérêt de te laisser récupérer la donnée, donc c'était un cauchemar. Et donc nous, notre coût d'installation, etc., il était énorme comparé à OTA Insight. Et donc moi, ça m'a fait pas mal poser la question. Enfin, je pense qu'on sous-estime pas mal quand on lance sa startup cette phase de stratégie et de surtout où je me mets dans la chaîne de valeur. Et tu vois, si j'avais dû refaire Price Match, alors après, ce que je me dis toujours, c'est OTA Insight. Il aurait eu du mal à vendre sa boîte à Booking, puisqu'il serait allé voir, il aurait dit regardez, je scrape Booking, achetez-moi. Booking aurait dit ouais, on peut se scraper nous-mêmes, on n'arrive pas. Voilà. Mais alors que nous, ils nous ont racheté les algos et les trucs comme ça, quoi. Mais quand même, enfin, si j'avais dû refaire Price Match, je pense que j'aurais plutôt fait l'approche OTA Insight. Et donc, je pense que nous, dans notre première boîte, on sait pas assez, on est plus parti de qu'est-ce qu'on sait faire. Et après, on a une hypothèse. Ok, on sait faire des algorithmes, ça a intéressé les gens. On a été voir les hôtels en leur disant est-ce que ça va t'intéresser que je fasse des algorithmes? Ils ont dit oui, mais on était un peu biaisé, quoi. Là, pour Penny Lane, on a beaucoup plus pris le temps de demander aux gens vraiment, sans nous avoir rien en tête de préconçu, bah, quel est ton problème, décris-le-moi. Et du coup, ensuite, aussi de se demander dans la chaîne de valeur où est-ce que la valeur elle est. Tu vois, nous, les gens au début, ils nous ont dit on a été voir des gens en leur disant c'est quoi les problèmes qu'on peut résoudre pour toi. Ils nous ont dit compta, pilotage financier. C'est un peu... Mais les gens, ils ne savaient pas dire exactement ce qu'ils voulaient. Donc moi, j'ai fait après beaucoup de recherches en demandant qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, comment tu as choisi ton expert comptable, comment tu fais ton admin, combien tu payes, etc. Et parce qu'au début, on aurait pu dire, il y a une startup à Lyon, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle, mais Indie, par exemple, c'est une approche complètement différente qui plutôt dit je vais remplacer ton expert comptable. Tu avais Payfit qui avait un peu cette approche-là sur la paye, de dire je vais remplacer ton gestionnaire de paye. Tu avais une boîte aux États-Unis quand nous on se lançait qui s'appelait Pilot, qui disait plutôt je vais être un expert comptable tech-enabled, que je vais être moi-même et faire mon logiciel et être expert comptable. Et donc nous, on a beaucoup réfléchi pour comprendre quelle était la meilleure approche, surtout en demandant aux gens de quoi tu as besoin. Et du coup, c'est là que les gens nous ont dit moi, mon expert comptable, c'est mon médecin de famille. Je veux surtout pas ni le remplacer, ni le robotiser ou autre. Tout ce que je veux, c'est mieux bosser avec lui, mieux collaborer, plus efficacement. Et si possible, avoir une vue un peu à 360 degrés de mes finances. Sachant que une grosse boîte, elle n'a pas attendu pour Penny Lane pour faire ça, elle a un ERP, elle a SAP, NetSuite, etc. Mais en fait, si tu es une TPE, PME, tu n'as ni le budget, ni la volonté de gérer cette complexité d'un gros truc comme ça. Et du coup, aujourd'hui, ta donnée financière, elle est très silotée. Tu as tes achats là, tes ventes là, ta trésor là, ta compta chez ton expert comptable. Et tout ça, ça se parlait pas vraiment. Donc on a compris, en tout cas nous, on a tiré la conclusion que le problème à résoudre, c'était de construire la source de vérité financière comptable. Mais c'est comme ça qu'on est. Et justement sur la partie recherche utilisateur, combien, tu vois, quelle est la bonne jauge? Est-ce que tu as fait 100, 200, 300, une centaine d'entretiens? Question ouverte, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui se lance pour explorer son marché et faire en sorte de développer justement un produit que les utilisateurs ont vraiment envie et plaisir d'utiliser, comment tu l'accompagnerais? Quels sont toi, si tu te replonges, comment tu as structuré? En plus, tu as une approche sociologique qui est extrêmement intéressante. Alors, on s'est inspiré, en fait, avec les sous de Price Match, on a investi dans quelques startups et on avait un mini startup studio géré par un gars à Paris qui a monté 3 boîtes. Et après, on a essayé de lever des fonds pour Startup Studio. On n'a pas réussi. Les gens ne comprenaient pas vraiment le modèle de Startup Studio. Et du coup, on a dit on arrête le Startup Studio. Lui, il s'était donné à fond. On était un peu gêné pour lui. On a dit lance la dernière boîte du Startup Studio toi-même. Et il a lancé avec 2 autres cofondateurs. Et ils ont vraiment eu une approche rigoureuse de l'idéation. Donc, ils ont vraiment testé genre une dizaine d'idées à chaque fois en se disant est-ce que je réponds à un vrai problème? C'est quand même le truc numéro 1. Est-ce que la solution que moi j'ai en tête à ce problème, elle est perçue comme telle, comme une vraie solution par mes potentiels utilisateurs? Et enfin, est-ce que les gens sont prêts à payer pour cette solution? Pour moi, c'est les 3 questions qu'il faut se poser.
En B2C, c'est plus simple. Hein. Tu fais des landing pages, tu mets un peu d'AdWords, tu regardes si ça mord et voilà. En B2B, c'est toujours plus compliqué parce que tu peux pas faire. Dans la plupart des cas, en B2B, les gens ils tapent pas sur Google. Encore une fois, il y a peu de gens qui tapent outils compta, outils gestion sur Google. Hein. Il n'y a pas une profondeur folle. Donc, alors eux, les 3 en question là, ils ont fini au bout d'une dizaine d'idées à monter une boîte qui cartonne, qui s'appelle Fairmoney, qui est le leader du microcrédit au Nigeria. Alors le fondateur, il est moitié allemand, moitié nigérian, mais une cartonne. Et vraiment, c'était dans toutes les idées qu'ils ont testées, tu avais celle-là qui est vraiment sortie du lot parce qu'il a mis, tu vas me dire, c'est pas très souvent, mais il a mis en ligne un site en disant tu peux prendre un crédit de 50 € au Nigeria, remplis un formulaire. Il a eu un trafic, d'un nombre de gens qui ont rempli le formulaire incroyable. Il a donné 100 crédits de 50 € depuis son compte perso à des gens au Nigeria. Et sur les 100, 98 ont remboursé. Et les taux d'intérêt du marché, en fait, il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès au crédit. Donc les taux d'intérêt sont assez élevés. Tu peux te permettre qu'il y ait des gens qui ne remboursent pas parce que ça, c'est compensé par les taux. Et en fait, et donc nous, on s'est dit, arrivant après ça, on a vu que ça marchait, il faut qu'on s'applique la même méthode. Et donc on a essayé, encore une fois, ça nous a mis quand même bien 6 mois à trouver l'idée. Et on a failli abandonner plusieurs fois parce que c'est pas... Malheureusement, et à un moment, tu te dis que tu as une idée et en fait, à une de ces étapes, cette idée, elle marche pas. C'est bien sûr pas aussi évident toujours que ça. Le truc compta, pilotage financier, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que vraiment, pour le coup, les 100 personnes que j'ai été interviewées me disaient quasiment toute la même chose. Et donc là, ça m'a vraiment validé que c'était pas une personne qui se disait ah ouais, j'ai ce problème-là. En fait, tout le monde te disait, les gens avaient du mal à l'exprimer, hein, mais tout le monde te disait, encore une fois, mon expert comptable, c'est mon médecin de famille, je veux surtout pas en bouger. Mais j'aimerais mieux bosser parce qu'aujourd'hui, on s'envoie des mails avec des Excel de les pièces manquantes et tout. Parce que comme chacun a son outil, tu peux que t'envoyer des mails avec des Excel. Et surtout, j'ai pas ma vue à jour. Donc c'est ça le. Mais Non, j'allais rebondir sur le fait que aussi pour interviewer ces 100 experts comptables, tu étais aussi parti d'une hypothèse sur le marché. Alors, j'ai plutôt interviewé pour le coup les dirigeants. Dirigeants directement. Dans les 100, tu as un peu d'experts comptables, okay. Mais on est plus parti du problème des clients des experts comptables, dirigeants d'entreprise. Ok, donc là, c'est un peu de recommandations. J'imagine qu'on t'a fait des intros, des gens que tu connaissais. Est-ce que tu en as parmi le panel qui t'ont dit que c'était une mauvaise idée ? Comment tu fais aussi pour appliquer un filtre qui est le filtre du biais personnel ? Alors, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit c'est une mauvaise idée. Les experts comptables m'ont dit c'est une bonne idée, mais tu n'arriveras jamais à... mon outil que j'ai aujourd'hui, je l'utilise depuis 20 ans. 8 heures par jour, jamais tu pourras le remplacer, quoi. J'aimerais bien que tu le remplaces, mais jamais tu pourras. Donc, c'était peut-être les plus sceptiques, les experts comptables. Encore une fois, sur notre capacité à reconstruire toute la profondeur fonctionnelle. Et côté dirigeant d'entreprise, alors oui, notamment, autant que je pouvais, mon but c'était de rencontrer pas que des start-upers, hein, parce que c'est quand même un microcosme. Donc j'ai rencontré pas mal de restaurateurs, hôteliers, plombiers. Sur les start-upers, je faisais toujours attention un peu à ce qu'ils me disaient, en me disant oui, c'est un peu un microcosme. Typiquement, tu as beaucoup de startups qui ont PayFit. En dehors des startups, tu as peu de gens qui ont PayFit, tu vois. Donc je voulais faire attention à ne pas avoir trop de réponses biaisées. Mais après, c'est un peu... c'est toi, ton gut feeling. Y a pas trop tu as quand même pas mal d'intuition. Et est-ce que cette intuition-là, tu l'as eu aussi sur le prix ? Même question, tu vois, comment tu définis le prix, comment tu le testes ? Est-ce que tu as commencé avec des early adopters qui permettaient de tester les premières fonctionnalités ? Et comment tu es monté progressivement peut-être en gamme ? Alors, nous, on s'était fixé 3 critères en plus de la validité de est-ce que les gens c'est un problème, pour choisir notre idée. On avait un peu ce luxe-là, comme c'était notre deuxième boîte. On s'est dit, on veut un gros marché où la tech fasse la différence parce qu'on estime que c'est ça notre savoir-faire. Et on s'était fixé un critère peut-être un peu plus original qui était, on veut un marché de remplacement parce que, un peu traumatisé de notre première boîte,
où tu avais, je sais pas, 70% des hôteliers qui disaient ton truc c'est génial, mais aujourd'hui je fais mes prix comme ça sur Excel et c'est gratuit. Et je veux pas payer tes 250 € par mois, quoi. Et donc là, on s'était dit, on veut un marché où les gens ils payent déjà un logiciel. Et nous, on a le sentiment que tu maîtrises plus ton destin si tu viens remplacer. Ça a ses challenges, hein, parce que tu dois faire des migrations, il faut que tu sois significativement mieux que le logiciel déjà en place et tout. Mais au moins, on s'est dit, tu n'as plus ce risque que les gens disent, je veux pas payer pour. Enfin, ça sert à rien de payer pour ton logiciel, quoi. Et du coup, un des trucs qui nous a beaucoup rassuré au début, c'est qu'on a vu que les éditeurs de logiciels en place sur le marché. Alors, en Europe, dans chaque pays, tu as un éditeur plutôt historique. Cegid, Sage, t'en as en Allemagne, au Benelux, etc. Tu as également un acteur dans le monde anglo-saxon, tu en as deux très connus dans le monde anglo-saxon qui s'appellent Intuit, produit QuickBooks, et Xero. Et un truc qui nous a pas mal intéressé assez vite, c'est de voir que en fait, en France, personne n'avait résolu le problème que nous on voulait résoudre, de ramener sur une seule et même plateforme l'expert comptable et le dirigeant d'entreprise. Mais que pour le coup, QuickBooks, Intuit, ils avaient réussi à faire exactement ça aux États-Unis. Et Xero, pareil, dans Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Le truc qui nous a intéressé assez vite, je recommande quand même de regarder du coup ce qui se fait dans le monde c'est que c'est des boîtes gigantesques. Donc Intuit, ça pèse 190 milliards en bourse. Pour donner une idée, Booking, ça pèse 120. Pour moi, Booking, c'était le summum de gigantisme. Et donc ça pèse plus, alors même que Intuit, ils sont dans trois marchés. US, Canada, UK. Et donc, déjà, on s'est dit, ok, gros marché, c'est sûr, parce que Intuit, il a réussi à résoudre le même problème dans 3 pays, il pèse ce truc-là. C'est quoi un gros marché pour toi, Arthur? On parle de combien? J'ai pas un critère précis, mais encore une fois, si la boîte qui a fait le truc dans le monde anglo-saxon, elle pèse 190 milliards, c'est un gros marché. Après, il y a des gros marchés, des super gros marchés. Enfin, et pourtant, tu n'es que sur la France aujourd'hui, parce que tu considères que la France en tant que telle est un gros marché pour vous. Ouais. Enfin, pour moi, c'est sûr que le marché européen, il fait au moins la même taille que le marché anglo-saxon. Et que du coup, celui qui réussira à faire la même chose qu'Intuit en Europe, la boîte, s'il a le même succès qu'Intuit, la boîte, elle pèsera 100 milliards, c'est à peu près certain, quoi. Le plus gros éditeur de logiciels en Europe, c'est SAP. Ça pèse à peu près 230 milliards en bourse. Et c'est pour les grosses boîtes. Intuit, c'est pour les petites boîtes. T'as à peu près, si tu fais encore une fois le Intuit pour les petites boîtes. Le deuxième truc qui nous a intéressé, c'est de se dire, il y a un marché de cette taille-là, pourquoi l'Américain il est pas venu, quoi. Normalement, quand tu as un gros marché, qu'il y a un Américain qui a réussi, il vient. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait la chance que notre compta française européenne, elle est ce qu'elle est. Et que du coup, en fait, l'Américain, il pouvait pas venir parce qu'on a une barrière à l'entrée naturelle qui est que s'il veut venir en France ou en Europe continentale, il faut qu'il recommence de zéro, quoi. Et forcément, il n'a pas envie parce qu'il se dit j'ai déjà construit tout un produit, je vais plutôt essayer de tordre mon produit pour qu'il rentre. Et en fait, ça marche pas. Et du coup, tu as cette chance que tu as un gros marché et tu n'as pas un Américain qui peut venir et faire le truc. Et donc, nous, on s'inspire pas mal de ce qu'a fait du coup Intuit dans le modèle. On sait que c'est une boîte qui est rentable, qui marche. Aussi, pour le coup, un des gros enjeux de Penny Lane, c'est que tu as un énorme investissement en R&D. Parce qu'il faut d'abord reconstruire toute la profondeur fonctionnelle avant de pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires. Et pour ça, tu as intérêt à du coup rassurer tes investisseurs de t'inquiète, hein, ça va venir plus tard, quoi. Parce qu'il faut vraiment mettre des sous sur la table au début pour embaucher beaucoup de devs pour construire tout ça. Et donc le fait que tu aies Intuit qui a un truc prouvé, qui a un truc qui est rentable. Quand les marchés ils ont chuté aux États-Unis, il y a plein de startups européennes qui levaient des fonds en disant regarde, je fais la même chose que l'américain qui vaut tant, donc voilà. Et l'américain s'est écroulé et du coup la startup européenne elle est un peu en difficulté. Nous pour le coup Intuit c'est pas écroulé, quoi. Enfin, parce que c'est des fondamentaux solides. Donc ça c'était un truc assez important. Et donc après on s'est dit qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi et que nous on peut réussir. Et donc là c'est vraiment on a compris que l'enjeu c'était d'adapter le produit aux besoins de l'expert comptable français, européen demain, si tu veux vraiment pouvoir résoudre le problème. Si tu fais un produit light qui répond pas vraiment
Parce que les produits utilisés par les experts comptables sont super complets. C'est des super produits. Hein, c'est des trucs vieillissants. Parce que on-premise, pas vraiment d'API, etc. Mais c'est des produits ultra fonctionnels, ultra profonds. Et donc, si tu n'arrives pas à rattraper ça, bah, tu n'as aucune chance. Et du coup, comment vous lancez finalement? Donc, il y a effectivement le spectre fonctionnel que tu définis très bien, ces interviews qui vous ont bien aidé. Comment tu me mets sur le marché? Et d'ailleurs, quelle est la stratégie de vente à ce moment-là, sur ce passage de 0 à 1? On a fait un truc un peu spécial. Notre pire cauchemar, c'était de se mettre dans un garage. Parce que, comme je t'ai dit, avant qu'un expert comptable puisse commencer à utiliser Penny Lane, t'as un beau tunnel, quoi. Parce que un logiciel de compta, faut qu'il fasse un peu de compta, quoi. Et le MVP, il est pas léger, quoi. Combien de Et temps le tunnel? Il était long du coup, notre pire cauchemar, c'était de se mettre dans un garage pendant 3 ans et avoir personne qui l'utilise. Et au bout de 3 ans, aller le montrer et que les experts comptables disent c'est nul, quoi. Et là, on aurait eu les boules. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, donc Alexandre, mon associé expert comptable, il venait de se mettre à son compte. Il avait 50 clients qui tenaient sur QuickBooks et Cegid, je pense. Et du coup, on s'est dit, bah, ça va être nos cobayes, ces 50 clients-là. Et on va commencer au début. On a embauché des comptables en leur disant, on va avoir un lab de cabinet comptable. On leur a dit dès le début, hein, c'est pas l'enjeu d'être un cabinet, mais au moins on a un lab où on peut expérimenter. Et ton job, comme ça, on avait tout de suite des comptables qui utilisaient le produit et qui disaient à nos ingénieurs, bah ça marche pas, c'est ça la prio, etc. 8 mois de dev entre la première ligne de code et le moment où on a des premiers clients, où nos premiers collaborateurs comptables, ils disent trop bien, je tiens la compta sur Penny Lane. C'était vraiment un truc, en termes de productivité, c'était divisé par 1000 fois plus lent du coup que ce dont ils avaient l'habitude. Hein. Au bout de 18 mois de dev, tu as un premier cabinet qui a dit c'est pourri, mais vous avancez vite et je peux mettre un premier dossier dessus, quoi. Donc ça, c'est 18 mois de dev. 26 mois de dev, tu as un premier petit cabinet early adopter fan de crypto qui dit je mets tout mon cabinet. Alors là, nous, trop bien. 36 mois de dev pour avoir un premier gros cabinet, mais aussi early adopter. Parce que cabinet en ligne, plutôt low cost, etc., qui a dit je mets tout mon cabinet. Donc là, nous, c'est la première fois qu'on a dû faire une migration de cabinet à l'échelle. Donc on a migré d'un seul coup de 12 000 clients de Sage vers Penny Lane, avec tous les enjeux que ça comporte de former 500 collaborateurs qui passent 8 heures par jour sur un truc et le lendemain ils arrivent au bureau et c'est un autre logiciel et tu peux pas trop rater, quoi. Enfin, ça peut pas s'écrouler. Un cabinet comptable, c'est Vénitia, dans ce sens-là, c'est pas sympa, mais il y a une notion d'usine dans le sens où tu as toujours des échéances. Tu dois faire ta TVA, tu dois faire ta liasse. Tu peux pas te permettre que pendant 2 mois le truc ne marche pas, quoi. Et c'est ça qui est aussi compliqué d'un point de vue migration, c'est que tu as des fenêtres de migration. Tu peux pas migrer à tout moment. Et du coup, 48 mois de dev pour avoir un premier. Alors entre-temps, il y a plein d'autres experts comptables comme Vincent qui nous rejoint, etc. Mais 48 mois pour avoir un premier gros cabinet, on va dire plus traditionnel, établi. Et du coup, moi, j'estime que c'est un signe de maturité de l'outil qui s'appelle BDO. Et d'ailleurs, en même temps que BDO, il y a un gros cabinet lyonnais qui s'appelle Implid. Tous les deux qui ont migré tous leurs dossiers sur Penny Lane. Et du coup, ouais, tu peux dire que c'est 48 mois. Et encore aujourd'hui, on n'est pas à 100% encore avec Cegid, hein, ou Sage avec les acteurs historiques. Je dirais qu'on est à 90-95%. On va passer les 100% cette année en termes de fonctionnalité, de profondeur fonctionnelle. Et pour donner une idée, aujourd'hui, on a à peu près 220 personnes en R&D. Et tu as à peu près 65% de ces 220 personnes qui bossent sur la partie cabinet compta. Donc malgré tout cet investissement, et je pense qu'on est plutôt rapide, c'est juste un gouffre fonctionnel à rattraper, quoi. Donc c'est ça l'enjeu. Et donc au début, tu le disais, tu as ce lab et ces réseaux que tu finis par intégrer. Le bouche à oreille, j'imagine, qui fonctionne un peu. Et après, tu structures une partie commerciale plutôt classique avec des démos, des rendez-vous. Comment tu finis par déployer? La chance qu'on a eue, c'est que alors on a opéré ce cabinet lab là pendant 8 mois. Et quand tu as ce premier cabinet qui a dit je peux mettre un premier dossier, là on a dit ok, le truc il arrive à un certain niveau de maturité, on arrête notre lab. Donc là on a arrêté notre lab,
on a fini par revendre ce cabinet-là à un cabinet établi. Et du coup, à partir de ce moment-là, la chance qu'on a eue, c'est que c'est que de l'entrant. On n'a jamais fait d'outbound. À partir de ce moment-là, la part de notre business venant avec les experts comptables, elle a grandi. Aujourd'hui, c'est à peu près 95% de nos clients, où c'est l'expert comptable qui, lui, recommande Penny Lane à son client, et seulement 5% de notre business, où c'est des entreprises qui viennent direct sur notre site. La seule raison pour laquelle on laisse ouvert, c'est que ces entreprises, on leur dit invite ton expert comptable, et nous, c'est un lead. Du coup, après, on va voir l'expert comptable, on lui dit ton client, c'est juste le type émergé de l'iceberg. Je pense que ça peut être intéressant pour tes autres clients également. Mais vraiment, nous, on est dans un business avec les experts comptables et indirect avec les entreprises clientes des experts comptables. Et la force des experts comptables, alors c'est encore une fois très très dur de remplacer l'outil historique parce que 8 heures par jour depuis 20 ans, connaître tous les raccourcis clavier par cœur. Voilà. En revanche, une fois que tu y arrives, c'est un petit monde. L'autre avantage, c'est que c'est très rationnel comme choix, puisque on parle ce qui intéresse un expert comptable, c'est la productivité. Concrètement, plus un collab il peut gérer de dossiers, plus en tant qu'expert comptable, tu vas pouvoir être rentable. Et la productivité, c'est pas subjectif. Quand tu passes 8 heures par jour sur un outil, en fait, tu sais vite si oui ou non tu gagnes en productivité, quoi. Donc c'est très très dur d'arriver au niveau où certes tu as des trucs qui font gagner, mais de l'autre tu fais perdre parce qu'il te manque telle fonctionnalité. Mais une fois que tu y arrives, après c'est nous une boîte qui nous inspire pas mal dans le même milieu, qui en ce moment est moins aimé des experts comptables, mais qui s'appelle Silae, qui est un logiciel de paye. Pour moi, c'est une des plus belles histoires en termes de logiciel, alors qui est moins connu parce qu'ils n'ont jamais levé de fonds. Mais Silae, c'est des gens, ils ont vendu leur première boîte, qui était un éditeur de logiciels comptables à Cégide, qui s'appelle Quadra. Quadra, ça a été développé dans les années, je pense, 80-90, et aujourd'hui, c'est encore le leader en part de marché chez les cabinets, pour te dire qu'ils font des bons produits, parce que tu as peu de gens qui peuvent se targuer de dire j'ai fait un produit dans les années 80-90, et le truc est encore leader, et les gens l'adorent encore. Donc là, ils sont partis de Cégide, ils ont dit on va aller contre Cégide Pay, on va faire un meilleur produit. Ils ont mis 4-5 ans. Encore une fois, ils n'ont jamais levé de fonds. C'est très dur, pareil, d'arriver au niveau. Par contre, le jour où ils sont arrivés au niveau, ils ont fait une vraie révolution en termes de productivité sur la paye. Et pour donner une idée, ils ont pris 50% du marché en 3-4 ans avec 3 commerciaux. Malheureusement, les fondateurs se sont engueulés entre eux. Ils ont vendu du coup un fonds de private equity américain il y a peut-être 3 ans. Ils ont vendu 600 millions d'euros. La boîte, elle avait 7 ans. Ils possédaient 100% du capital, les fondateurs. Et nous, on vient d'embaucher le gars qui avait été mis comme Chief Revenue Officer par le fonds de Silae. Il est arrivé là-bas, du coup, suite au rachat. Il n'y avait pas de CRM. Il y avait un fichier Excel avec cabinet, nombre de fiches de paye. C'était ça. Et donc, c'est pour te dire que on a la chance, et c'est un des trucs qui me plaît à cette industrie, tu peux pas tu peux pas faire du marketing, mentir à tes utilisateurs cabinet comptable, parce que c'est soit tu gagnes en productivité, soit tu n'en gagnes pas, quoi. Donc c'est vraiment le sujet de créer un produit qui est extraordinaire et pour lequel l'expérience est largement au-dessus de l'existant. Et tu vois, c'est la logique du marché de remplacement. Et ça me fait une transition vers tu parlais de productivité. Il y a un sujet qui est de partout, qui est le sujet de l'IA. Aujourd'hui, je sais que vous mettez en place de plus en plus de choses avec un centre d'opportunité. C'est ça la prochaine frontière pour vous en termes justement de productivité? Ouais, alors nous, ce qui fait peut-être juste, qu'est-ce qui fait qu'on fait gagner en productivité un expert comptable? C'est le fait qu'on lui en fait pas perdre. Encore une fois, c'est cette notion de rattraper toute la profondeur. 2, c'est le côté collaboratif. 3, c'est le fait que le client, il peut faire on est venu mettre le paiement dans l'outil de gestion. Avant, en tant que dirigeant de boîte, tu avais d'un côté ton outil de gestion, puis après, tu allais faire le paiement dans ton extranet bancaire. Et nous, on est venu remettre le paiement dans l'outil de gestion. En gros, tu es en train de gérer tes factures à un endroit, plutôt que tu doives sortir pour aller faire un virement ailleurs, on te met le bouton payer à côté de la facture.
le grand avantage, c'est que du coup, on sait au moment où tu fais partir ton paiement que tu avais coché ces 5 factures. Du coup, on est capable de rapprocher automatiquement les paiements des factures. Que ce soit sur du virement, sortant, entrant, sur de la dépense carte, enfin, ce genre de choses. Troisièmement, c'est la connectivité. Le fait qu'on sait récupérer des flux, achat, vente, paye, banque aussi automatiquement que possible. Et quatrièmement, c'est le fait qu'on vient, en fait, comme on a un outil qui est relativement moderne avec peu de dettes techniques, on est capable, mieux que les éditeurs historiques, de venir mettre toutes les nouvelles technos directement de façon native dans la solution. La première nouvelle techno qu'on est venu mettre, c'est ce qu'on appelle l'OCR, donc reconnaissance optique de caractère. C'est le fait que quand tu as une facture, on sait la scanner et reconnaître le nom du fournisseur, la TVA, etc. Ça, historiquement, on l'a outsourcé. On passait par des API avec des prestataires d'OCR. Depuis 4-5 mois maintenant, c'est notre techno propriétaire. Et donc ça, pour donner une idée, on traite à peu près 300 000 factures par jour qu'on scanne automatiquement comme ça. Et donc, on fait déjà beaucoup d'IA depuis le début, que ce soit avec l'OCR, que ce soit avec recommander une contrepartie comptable à partir de l'historique des écritures comptables. Pareil à partir du libellé d'une transaction bancaire. Pareil pour recommander des réconciliations entre des factures de transaction et tout. Et après est arrivé du coup le sujet de l'IA générative. Peut-être juste avant, tu as quand même une autre évolution qui arrive dans le marché de la compta, de la gestion. Si vous ne l'avez pas encore en tête, regardez. Ça s'appelle la facture électronique. La facture électronique, concrètement, c'est que l'État ne veut pas que les gens ne payent pas leur TVA. Et du coup, l'État a dit, et c'est au niveau européen, dès qu'une facture de vente elle est émise, je veux qu'elle parte direct à Bercy, pour que plus personne puisse la cacher, quoi. Et l'État dit, bah, moi j'ai pas envie de faire de l'OCR sur des milliards de factures, donc il faut que vous attachiez un JSON à chaque facture de vente, parce que moi je veux pouvoir la lire automatiquement avec 100% de fiabilité. Et donc ça va rentrer en vigueur. Ça devait rentrer au 1er juillet 2025 en France. Ça a été reporté. Mais en fait, ça va arriver dans la pratique assez vite, là, sûrement fin de cette année. Et donc, nous, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que les factures, parce qu'il y a aussi une notion d'annuaire, qu'en fait, la facture, tu vas l'envoyer à Bercy dès qu'elle sera émise. Et Bercy, tu vas l'interroger, tu vas dire, je dois envoyer une facture à telle sirène. Chez qui il est telle sirène. Chaque boîte va devoir être immatriculée, c'est ce qu'on appelle une PDP. Et donc, ça veut dire que nous, d'une part, le flux, on va le récupérer en temps réel. Là où aujourd'hui, on est dépendant que l'utilisateur il l'upload d'une manière ou d'une autre. Ça va être du temps réel. On va avoir de la donnée ultra fine et granulaire. Aujourd'hui, quand on a une facture, nous, on récupère que le nom du fournisseur, le montant, la TVA, etc. Maintenant, on va avoir avec 100% de fiabilité la ligne de produit, la quantité, etc. Ce qui veut dire que nous, on va pouvoir aider les experts comptables demain à donner des conseils beaucoup plus quali et encore. Du genre, est-ce que tu sais, si ton client c'est un resto, est-ce que tu sais que tu achètes ton café plus cher que les autres restos, etc. Ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire parce qu'on sait juste que tu as dépensé 600 € chez Métro. Ça, c'est une révolution encore plus forte pour moi que l'IA. Mais après, IA générative, moi j'étais sceptique. La première fois que j'ai testé ChatGPT, je me suis dit, ok, je pourrais poser la même question à Google et j'aurai à peu près la même réponse. C'est pas si, c'est un peu hype, quoi. J'ai changé d'avis d'abord par nos usages en interne. Donc le premier truc, c'est que nos devs, concrètement, on leur a dit à un moment, on vous paye une licence GitHub Copilot. Et du coup, on a commencé à traquer. On a vu que maintenant, on a 90% des devs qui l'utilisent tous les jours. Quand on leur demande, ils disent 20% de gain de productivité. Comme on a beaucoup de devs, c'est un gros gain. Et surtout, j'ai vu que les devs, ça a vraiment changé leur quotidien, quoi. Pour différentes raisons. C'est soit que ça vient rédiger du code de façon automatique, soit aussi juste le chatbot qu'on a dans GitHub Copilot, où je peux poser n'importe quelle question. Et ça va être soit qu'est-ce qui fait ce bout de code. On commence à avoir une codebase qui est assez large, donc quelqu'un qui vient d'arriver, c'est super pratique que le chatbot puisse lui dire ce bout de code, il fait ça. Ça peut être aussi, j'ai parlé avec on a peu de juniors parce qu'on est en remote first sur la tech, donc c'est dur d'onboarder de juniors, mais on a notamment une junior, relativement junior, qui m'a dit en fait, moi j'ai fait le wagon, j'ai appris plein de trucs, mais un peu, je sais qu'il faut faire comme ça, mais je sais pas pourquoi. Et là, avec le chatbot, je peux demander pourquoi il faut écrire ce bout de code. En fait, il va me répondre. Tu as un peu la même chose dans un cabinet comptable. Un junior cabinet comptable, parfois, il reproduit le même schéma d'écriture que l'an dernier, mais il comprend pas pourquoi il fait ce schéma. L'idée, c'est que demain, le copilot, on a ensuite commencé à utiliser un outil qui s'appelle Dust,
qui permet de construire des chatbots en interne pour les équipes non dev. Donc typiquement, notre support, nos équipes support, maintenant elles ont leur propre bot dans Dust qu'on a entraîné à partir de notre centre de connaissances, aussi à partir de notre historique intercom. Ce qui fait que je peux poser une question à Dust. Enfin, quand nos équipes elles reçoivent une question, elles vont dans Dust, si elles n'ont pas réponse, elles disent Dust, et il va répondre. Et c'est bluffant puisque il a tout l'historique du chat, quoi. On a pas mal de volume en chat, donc voilà. Et donc nous, la conviction qu'on s'est faite, c'est que de même que GitHub, qui est un peu l'outil du quotidien du dev, il a mis son copilot. Nous, notre job, c'est de mettre le copilot du comptable dans la plateforme. On a release notre première version il y a à peu près 2 semaines. Pour l'instant, c'est un bot. La première version, c'est un bot métier. Comment j'amortis une toiture. Ça a été traîné avec le BOFIP et des trucs comme ça. Ça va te répondre. Deuxième cas d'usage qu'on a lancé là, à peu près 10 jours après, c'est ça va te répondre une toiture, tu l'amortis comme ça, d'un point de vue juridique, enfin taxe, et ça te répond aussi pour faire une immobilisation dans Penny Lane, il faut que tu ailles à tel endroit. Donc ça vient rajouter un deuxième niveau. Et après le troisième niveau, ça va être de pouvoir utiliser le contexte, les données de la page sur laquelle tu es, pour te dire, tiens, telle immobilisation que tu es en train de regarder, actuellement, tu l'as mise, tu l'amortis sur 5 ans, tu devrais peut-être mettre sur 10 ans. Et idéalement, je te fais une reco pour te dire, je te recommande d'aller sur 10 ans, est-ce que tu valides, quoi. Et je pense que ça va effectivement, enfin, plus on avance, plus je suis convaincu que ça va effectivement révolutionner à la fois la productivité. Alors, la partie saisie comptable, en vrai, elle a déjà pour beaucoup disparu, ou alors il y a de l'OCR, et avec la facture électronique, ça va un peu sonner la fin de la saisie. Donc pour le coup, nous, le but, c'est de faire gagner plus sur la révision. Et un autre objectif, c'est que demain, le cabinet, comme je disais, il aura toute la donnée à jour en temps réel. C'est comment nous, on va pouvoir aider le collaborateur ou l'expert comptable à être encore plus proactif et à détecter. Donc nous, l'idée, c'est que demain, un expert comptable, il se connectera, on lui dira, je pense que peut-être aujourd'hui, tu devrais appeler tel client parce qu'il y a peut-être tel sujet. Après, c'est un peu comme un médecin. L'idée, c'est qu'il a un outil qui lui guide dans son diagnostic. Après, c'est toujours le médecin qui connaît mieux son patient. L'expert comptable, il connaît mieux son client. Il sait que, je sais pas, moi, je saurais juste que le chiffre d'affaires, il a monté. Après, l'expert comptable, il a rencontré son client. Il sait que son client, il est en train de faire une campagne de pub. Penny Lane, on n'a pas cette info. Donc, l'expert comptable, il a le contexte. Mais l'idée, c'est de faire gagner du temps sur détecter des opportunités de conseil. Et je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ça coûte cher. Enfin, il faut des ressources. Donc nous, notre équipe data, c'est à peu près 25 personnes et qui sont là depuis du coup 3-4 ans. La boîte, elle a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ça coûte cher aussi en computing. Enfin, aujourd'hui, si tu veux, alors nous, en plus, c'est de la donnée très sensible. Donc, faut que tu sois sûr qu'elle sort pas, qu'un comptable d'un autre cabinet, il peut pas. Si un comptable a dit commande-moi ce compte de résultat de la société et qu'un autre comptable dit c'est quoi le résultat net de la société X, ChatGPT, il va te le ressortir à l'autre comptable. Nous, il faut qu'on s'assure que ce soit bien séparé, cloisonné. Et donc, ouais, cette infrastructure, elle coûte assez cher, mais ouais, je pense que ça va vraiment révolutionner. Écoute, merci beaucoup pour cette partie-là. Je voulais qu'on passe à la dernière partie sur l'organisation et ton rôle de CEO, parce qu'il y a une question aussi de productivité en interne. Comment vous pilotez la performance chez Penny Lane? C'est un vrai sujet d'ailleurs dont tu as pu apprendre pas mal de choses du côté de Booking. Au quotidien, au mois, au trimestre, quels sont les indicateurs qui vous obsèdent? Alors, déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, on est organisé en plein de petites équipes et on fait confiance à chaque petite équipe pour se piloter elle-même, entre guillemets, et que tu puisses pas avoir vraiment de passagers clandestins, parce que si dans une petite équipe, il y a quelqu'un qui bosse pas, fait pas son boulot, normalement, ça doit se voir relativement vite, quoi. Après, au niveau de la boîte, nous, ce qu'on pilote, c'est le MRR. Enfin, chez Booking, la beauté du truc, c'est qu'ils pilotaient le bookings per day.
Et c'est un truc qui est assez nerveux. Enfin, dès que tu fais un experiment, tout de suite la conversion elle monte sur ton site, etc. Malheureusement, nous, quand on améliore une fonctionnalité, on ne peut pas voir direct le jour même plus de gens qui s'inscrivent, moins de churn ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même, d'après nous, la métrique la plus holistique. Donc c'est le MRR, revenu récurrent mensuel. On regarde le nombre d'utilisateurs, surtout leur taux d'activité et le NPS. Donc moi, c'est vraiment ça les gros trucs que je regarde. NPS peut-être pour... Net Promoter Score, c'est enfin taux de satisfaction. Sur une échelle de 1 à 10, à combien recommanderiez-vous Penny Lane à un client, un confrère par exemple? Ok. C'est vraiment les gros trucs qu'on regarde. Donc ouais, aujourd'hui c'est vraiment ça. Et après sur comment je pilote, la chance qu'on a, c'est que donc on est 7 cofondateurs. T'en as 5 qui ont des départements. Et après on est 2, Félix et moi, donc CEO et CEO. On n'a pas de, enfin, moi j'ai pas d'équipe autre que le Comex à gérer. Et du coup moi mon temps en tant que CEO, j'estime que ma responsabilité, c'est, enfin quand tu grossis, ton risque c'est que tu te silotes. Tu as l'équipe qui bosse pour les cabinets, l'équipe qui bosse pour les entreprises, les petites entreprises, les grandes entreprises, etc. Donc moi, j'estime que mon job en tant que CEO, c'est d'être celui qui garde la vue 360 et qui est capable de dire attention, vous parlez pas, attention, on est en train de surinvestir dans telle partie alors qu'il faudrait mettre notre énergie à cet endroit-là. Donc ça, c'est... Et j'estime que pour avoir cette vue 360, il faut garder les mains dans le cambouis et vraiment toucher un peu à tout. Et j'ai le luxe, comme j'ai pas d'équipe à manager au quotidien, de pouvoir faire ça. Donc je regarde vraiment un peu tout ce qui se passe. J'essaie de trouver s'il y a un incendie, auquel cas je vais essayer d'aller l'éteindre, et ensuite de trouver une équipe qui va récupérer le projet. Et après, moi, je m'occupe pas mal de la strat. Donc m'assurer que par rapport à notre stratégie initiale, on est bon, qu'on n'est pas en train de rater. Enfin, alors nous, notre marché des logiciels de gestion, logiciels comptables, etc., il bouge, c'est effrayant. Il y a en ce moment tous les jours des gens qui me disent il y a un tel qui est à vendre. Et donc moi, ma crainte, enfin ce qui me garde éveillé, c'est m'assurer qu'on garde vraiment l'utilisateur au centre et m'assurer qu'on ne rate pas des opportunités. Et qu'on rate pas des opportunités éventuellement de rachat, de boîtes à racheter, et que notre strat soit la bonne. Tu parlais de ton rôle de CEO. Tu as aussi des journées extrêmement bien chargées, des semaines bien denses. Pour autant, tu réponds avec une vitesse assez extraordinaire aux emails, aux messages LinkedIn, et je te remercie. Je vous encourage pas tous à faire le test, mais en tout cas, c'est une réalité. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est comment tu t'organises toi au quotidien pour garder tes zones de focus, une vision holistique et faire en sorte que tu n'aies pas des silos. Tu fais de la veille, tu en parlais aussi sur ton marché. Est-ce que tu utilises des méthodes, des outils? Comment tu t'organises? Non, donc juste, j'essaie de répondre effectivement dès que j'ai une question, notamment de nos utilisateurs, avant tout. Mon but premier, c'est moi, encore une fois, savoir ce qui se passe vraiment et pas juste forwarder la question. Et deuxièmement, c'est montrer l'exemple en interne que c'est pas, ce qu'on s'est dit aussi avec les associés, c'est notre pire crainte, c'est que les gens se disent ah, on est 400. En vrai, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre aux problèmes de ce client. On veut vraiment que si quelqu'un pense que là, en un temps raisonnable, il peut résoudre le problème d'un utilisateur, même si c'est pas directement son scope, faut qu'il le fasse. Parce que sinon, c'est peut-être pas toujours efficace. Alors, je dirais, tu as d'autres modèles de boîtes ultra processés. Je pense par exemple à Alan. Je pense qu'en tout cas, dans ce que j'ai lu, la culture, c'est très processé, pas de meeting, etc. Culture de l'écrit, c'est chez vous aussi? Asynchrone? Ouais, mais moins. Ok. Typique, encore une fois, je pense qu'on se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu chez Booking. Quand on a eu notre semaine d'onboarding chez Booking, j'aimais beaucoup l'expression qu'ils utilisaient. Ils disaient chez nous, la culture, c'est le controlled chaos, chaos contrôlé. Et en gros, ils assumaient le fait que oui, c'était peut-être pas le plus efficace. En vrai, c'est peut-être pas le plus efficace que moi je réponde direct au message, mais ça a quand même des avantages. Typiquement, chez Booking, tu voulais savoir comment te faire rembourser une note de frais. Genre, c'est une boîte de 20 000 salariés, tu n'as aucun wiki qui te dit comment. Et il te disait, il n'y a pas de wiki, tu iras demander à ton voisin, puis tant mieux, vous prendrez un café, et peut-être qu'au moins vous ferez connaissance, et qu'un jour vous travaillerez ensemble. Et ouais, peut-être ce serait plus efficace d'avoir un wiki, mais on ne veut pas casser ce truc-là, quoi. Donc je pense qu'on est assez proche de ça, en termes de culture.
Donc j'ai pas un truc particulier. C'est juste que effectivement l'utilisateur passe avant tout. Pas si je suis en meeting, quoi, mais sinon, dès que je peux répondre, je vais répondre, quoi. Et tu disais tout à l'heure que Penny Lane serait vraisemblablement ta dernière startup, aussi pour des questions d'intensité, l'intensité de ton quotidien et d'ailleurs des entrepreneurs que parfois tu accompagnes et que tu finances, c'est quoi concrètement pour le partager aussi à des gens qui vont peut-être se lancer? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, honnêtement, c'est sûr que c'est intense. Après, moi, la chance que je trouve que j'ai avec Penny Lane, c'est qu'on n'est que en France. Si je compare avec ma boîte d'avant, assez vite, on a dû aller à l'étranger parce que le marché était trop petit en France et notamment que c'était un marché de grande ville en fait. En vrai, un hôtel qui a besoin de faire du yield management, c'est un hôtel qui est dans une grande ville. Si tu es dans une zone un peu plate, creuse, en fait, tu n'as pas besoin de faire du yield management. Il n'y a pas assez de variation de demande d'un jour à l'autre. C'est dans les grandes villes que tu as beaucoup d'événements, etc. Et donc, très vite, on a dû aller se lancer plutôt à Berlin. C'était plus facile de signer un hôtel à Berlin que d'en signer un à Dijon. J'ai rien contre Dijon, mais et du coup, moi, franchement, ce qui me tuait dans ma boîte d'avant, c'était vraiment l'avion. Enfin, le fait de devoir prendre le vol EasyJet à 6h30 du mat, ça te tue. Là, j'estime que j'ai cette chance de ne pas avoir ça. Donc, franchement, j'ai pas des horaires horribles. Je bosse pas vraiment le week-end. Après, moi, vu que, vu que je suis avec mes potes et tout, j'ai pas vraiment l'impression d'aller au boulot. Et donc, après, moi, mais ça, c'est personnel et je pense que ça va pas à tout le monde. Mais moi, ça me gêne pas d'être un peu en continu tant que j'ai mes. Genre, après le dîner, ça me gêne pas de répondre à un message. J'ai pas l'impression d'être en train de bosser si je réponds à un message. Mais encore une fois, c'est pas forcément un exemple à suivre, quoi. Euh, mais donc, j'ai pas des horaires de bureau énormes. Par contre, effectivement, je dois être un peu pendant la semaine en continu. Je peux à tout moment répondre sur Slack. Tu es actif sur tes sujets, tu as une veille constante finalement Ouais. sur ce que tu fais. Écoute, j'avais deux dernières questions à te poser. Je l'ai dit juste avant, tu investis dans dans pas mal de startups d'ailleurs. Euh, et puis, bah, tu as levé des fonds plusieurs fois pour Penny Lane. Quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui cherche ou une entrepreneur qui cherche à lever des fonds en ce moment? Et qu'est-ce que tu regardes, toi, quand tu dois investir en tant que business angel dans une structure? Alors, je pense que je suis le pire business angel. Dis en Cordonnier, plus. le moins bien chaussé, quoi. Non, mais alors, moi, je sais pas faire ce métier-là, donc c'est plus au coup de cœur. Moi, je suis pas rationnel. Je pense pas que je raisonne comme un VC ou c'est plus est-ce que j'aime bien le projet. Bon. Mais Ça doit te parler ou pas le sujet? Est-ce que est-ce que tu as investi? D'ailleurs, ouais, quand il y a même. certains investissements que tu peux nous partager? Quel est le Ouais. dernier coup de cœur que tu as eu sur une boîte? Dernier coup de cœur. Alors, les dernières boîtes où j'ai investi, une boîte. Alors, j'aime bien les SaaS verticaux. Et je suis assez convaincu qu'il y a un play à faire de venir mettre le paiement dans certains SaaS verticaux, donc notamment dans l'hôtellerie, qui est le truc que je connais. En fait, aujourd'hui, la plus grosse startup d'hôtellerie dans le monde, c'est une boîte tchèque qui s'appelle Muse. Ils se font un logiciel de gestion d'hôtel. 20% de leurs revenus, c'est le SaaS. Et soit 80% de leurs revenus, c'est le fait qu'ils processent les paiements carte bleue pour les hôtels, au même tarif que l'hôtel payait avant je ne sais qui. Et juste eux, vu que l'hôtellerie c'est de la CB, eux ils margent, ils ont un prix de grossiste avec Stripe et ils margent. Et ça, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Donc sur un hôtel, ils font à peu près 6 000 euros d'ARR et à peu près 4 fois plus, donc plutôt 24 000 euros sur juste le paiement, quoi. Et je pense que ça peut s'appliquer à pas mal d'autres verticales. Les critères, c'est il faut que les gens payent en carte bleue et que tu n'aies pas trop de récurrence parce que sinon, les gens ne vont pas payer en ligne en CB. Donc j'ai notamment investi dans une startup que je ne les suis pas de près, hein, mais qui s'appelle Loki, qui fait un SaaS de location, pour les business qui font de la location. Genre loueur de vélo, Decathlon qui veut se lancer dans la location, bah, ils peuvent utiliser Loki. Voilà. Des boîtes auxquelles je crois pas mal. Alors la boîte du Nigeria, c'est celle qui vaut le plus dans mes investissements. J'ai investi dans une boîte où je suis sorti, mais qui a bien marché. Tu as un SaaS pour les transporteurs routiers qui s'appelle Shipeo.
J'ai vu que tu étais sur The Mobile First Company aussi. Ouais. Tu nous en dis quelques mots? Je trouve que c'est assez intéressant comme modèle aussi. Qu'est-ce Ouais, qui t'a convaincu, si ce n'est le parcours extraordinaire de Jérémy? Enfin, je crois à la thèse. Après, à valider, et je pense la question c'est pour quel marché, quel use case. Mais Mobile First Company, c'est la thèse, c'est de dire qu'il y a encore beaucoup de logiciels SaaS qui sont sur desktop, alors que beaucoup de small business ils sont plutôt avec leur mobile dans la poche. Et donc l'idée c'est comment on va faire du SaaS mais uniquement mobile. Euh, que ce soit de l'outil de facturation, que ce soit gestion de stock. Je crois que le premier use case sur lequel il se lance, c'est le stock, enfin gestion d'inventaire. Je ne sais pas si le marché premier devrait être la France. Est-ce que c'est plutôt d'autres pays? Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut être un truc qui marche pas mal. J'aime bien les trucs enfin fintech, je regarde pas mal du coup parce que je baigne un peu dedans. Mais ouais, non, enfin, et après, un peu de tout. Et j'ai aussi d'autres boîtes dans des univers complètement différents. Mais Ça sert aussi à se faire plaisir et à découvrir des nouveaux. ouais, moi, l'idée, c'est plus de partager l'adrénaline des fondateurs, quoi. Bah écoute, je te propose de finir sur une question toute simple. Quel est le conseil qu'on a pu te donner ou les conseils qu'on a pu te donner qui t'ont marqué et que tu souhaiterais aussi partager à l'audience ce soir? Euh, bah, encore une fois, résoudre des vrais problèmes, quoi. Il y a un truc que je cite souvent, que j'aime pas mal, que j'ai découvert chez Booking. C'est un concept qui s'appelle Jobs to be done. C'est un Américain qui avait créé ça. Si vous tapez sur YouTube Jobs to be done milkshake, c'est une vidéo qui dure 5 minutes qui est vraiment bien, où il explique le concept. Et en gros, si je le résume, sans spoiler, si je vais spoiler, mais en gros, il dit qu'il est, donc c'est un prof à Harvard, il est consultant sur le côté. Il a été embauché par plein de marques de soda, enfin de McDo, Burger King, qui disent on veut augmenter les ventes de nos milkshakes. Euh, et ils disent il y a une armée de consultants qui sont passés, qui ont dit il faut faire des milkshakes plus à la fraise, à la framboise, plus de sucre, moins de sucre, je ne sais quoi, pour vendre plus. Et lui, il a une approche différente qui est qu'il se met devant le McDo ou Burger King et il demande aux gens Why did you hire a milkshake? Enfin, pourquoi tu as pris un milkshake, quoi. Plutôt que de demander qu'est-ce qui ferait que tu prendrais plus de milkshake, quoi. Et il se rend compte que la plupart des gens qui prennent un milkshake, c'est des gens qui sont sur leur chemin pour aller au bureau. En Amérique, ils ont leur voiture, ils doivent conduire 40 minutes. Et en gros, il leur dit Last time you did not hire a milkshake, what did you hire? Et donc, ils te disent l'autre fois, j'ai pris un muffin, c'était pas mal, mais c'était un peu sec. L'autre fois, j'ai pris je sais pas, un truc avec de la confiture, du jam, du Nutella. C'était trop bon, mais en vrai, ça coulait. J'avais une main sur le volant et ça coulait partout sur moi. Pas top. Et l'autre fois, j'ai pris, je sais plus, une banane. Genre, c'est un peu boring. Voilà. Et le milkshake, c'est le truc où c'est facile de le tenir dans une main pendant que je suis en train de conduire. Je me sens pas trop coupable quand je le prends. Et en même temps, ça me remplit bien. Et genre, je sais que j'aurai plus faim jusqu'au déj. Et donc, en vrai, lui, il a son conseil à McDo ou Burger King, c'est plutôt que de se concentrer sur le milkshake, c'est faire un truc qui soit encore plus simple à tenir dans tes mains, tu vois, pendant que tu es en train de conduire, et qui se concentre sur vraiment que tu es plus fin jusqu'à midi et tout. Et enfin, tout le concept de Jobs to be done, je vous recommande vraiment de l'appliquer. Voilà, lisez, et il y a les fondateurs d'Intercom, qui est un outil de support client. Eux, ils ont vraiment appliqué ça de A à Z pour créer Intercom. Et ils ont un livre blanc, si vous tapez Jobs to be done Intercom, qui est gratuitement téléchargeable, où ils expliquent comment ils l'ont mis en pratique. Et j'ai essayé, moi, autant que possible, de l'appliquer. Je pense que c'est vraiment pas mal comme framework, qui est à la fois du produit et du un peu strat. Bon. Bah écoute, on ira voir la vidéo, on ira voir aussi Intercom, on utilisera peut-être Crisp, qui est une solution française, C'est mieux d'utiliser avec Crisp. nos amis de chez Crisp. Ouais. Et avant d'aller peut-être boire une bière plutôt qu'un milkshake, je vous propose de prendre quelques questions. Qui souhaite poser une première question? Eh bien, allez, on y va. Bonjour.
Tu expliquais que ta mission de CEO, c'était d'éviter que ce soit trop siloté dans ta boîte. Comment tu as fait plus concrètement? Tu as parlé du chaos, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors concrètement, c'est déjà juste faire que les gens se parlent, quoi. Enfin, si toi tu vois qu'il y a deux gens qui devraient se parler, au moins t'en rendre compte et les faire se parler. Après, il y a un moment, je pense que ça dépend du stade de maturité de la boîte. Après, il y a vraiment des questions d'orgue, de comment l'organigramme de la boîte, comment il est organisé. Et nous, ça a évolué au fil du temps. Ce qui est sûr, le dernier changement que j'ai fait, c'est qu'à un moment, au tout début, on avait, pour donner une idée, au tout début, on avait un product manager, il faisait un peu tout. Après, on a eu deux product managers, un qu'on a mis côté outils comptables, l'autre plutôt outils de gestion côté entreprise. Puis après, ça a commencé à grossir chacun de son côté. Il y a un moment où on s'est rendu compte que en fait, les gens réfléchissaient par rapport à leur set de fonctionnalités et plus vraiment par rapport à l'utilisateur qui servait. Et donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a changé, en tout cas théoriquement, l'org de la boîte pour basculer de métier, donc services clients, commerciaux, produits comptables, produits gestion, etc., plutôt basculer vers des personas. Et donc, on a passé à cabinet comptable, petites entreprises, moyennes et grandes entreprises, pour que tous les gens qui réfléchissent à comment on améliore le quotidien d'une petite entreprise, par exemple, que ce soit les commerciaux, le support, le marketing, etc., on les remette tous ensemble et que ça redevienne un peu une start-up au sein de la start-up qui pense de A à Z. C'est après ce genre de... Ouais, je pense que l'org, c'est un truc important. Je pense quand même... Alors moi, un des trucs qui m'a marqué avec ma première boîte, c'est les incentives. Je pense que c'est sous-exploité. Je pense quand même que quand tu donnes des bonus aux gens, si ces bonus ils sont bien pensés, alors, encore plus avec les commerciaux, hein, mais pour un commercial, si tu lui donnes un bonus, il va faire exactement ce qu'il faut pour avoir le bonus, quoi. Donc tu as intérêt à pas te tromper sur la définition de ton bonus. Exemple classique, hein, mais qu'on avait fait dans notre première boîte. Au tout début, on avait mis le bonus que sur ce qui signait, alors qu'on avait un free trial d'un mois. Forcément, ils étaient prêts à tout pour vendre, hein. Ils s'en foutaient que le client derrière il convertisse pas son premier mois. Il faut être agile. Un des trucs pour le coup, je pense qu'on a bien fait chez Penny Lane, nos commerciaux, dans leur contrat, il y a juste marqué tu auras un bonus. Il n'y a pas marqué que ton bonus il sera calculé comme ça. Et de fait, Edouard, mon associé directeur commercial, il a changé la méthode de calcul du bonus. Au début, c'était tous les mois. Et encore maintenant, je dirais que c'est tous les 2 mois peut-être ou 3 mois. Ce qui fait qu'on est très agile sur, en permanence, un peu réajuster le tir. Dire, attention, là, la priorité, c'est plutôt, je sais pas, tel truc. On va aller augmenter le bonus de cette manière. Et encore une fois, je pense que les gens, ils réagissent, quoi. Donc c'est à toi, en tant que dirigeant, de bien designer, d'aligner les intérêts des gens, notamment par ça. Peut-être le truc le plus important, c'est quand même tous nos salariés sont actionnaires. Et ça, pour moi, c'est quand même le truc capital. Ça fait que tout le monde a un intérêt long terme sur la boîte et qu'il n'y a pas, du coup, un qui va se dire je vais que penser à mon bonus court terme sans penser au long terme, quoi. Donc, faire en sorte que tous les salariés ils aient l'intérêt long terme de la boîte en tête parce que ils ont un package de BSPCE qui est assez conséquent, qui fait qu'ils sentent qu'ils sont tous dans le même bateau, quoi. Après, c'est tout un tas de petites ou grandes mesures concrètes comme ça, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Petite question. Merci beaucoup. Merci Arthur aussi pour ton témoignage. Si tu permets, j'aimerais juste revenir sur la vente de ta première boîte Price Match. Et j'avais une question, c'est que tu disais que en fait, tu as été racheté au moment où tu étais monté à peu près 150 000 euros de MRR, donc on va dire 2 millions d'ARR, par une boîte qui parallèlement avait 2000 devs à Amsterdam. Et en fait, l'algo que vous aviez développé était sûrement top, mais probablement reproductible en pas trop longtemps par une équipe de dev expérimentée. Et comment t'expliques du coup cette précipitation et ce prix de cession qui paraît un peu, malgré ta croissance, déconnecté du coup de ce que vous aviez fait? Alors, je pense que c'est que... alors, il venait de lancer du coup cette business unit B2B où il voulait du coup venir proposer des services. Je pense que
côté booking, enfin, il y avait une bataille en interne pour avoir de la ressource dev. Donc oui, certes, ils avaient 2000 devs, mais en fait, ils n'en avaient pas beaucoup à mettre sur ce truc B2B, parce que la croissance, enfin, dans ces années-là, la croissance était encore tellement énorme c'était plus intéressant pour eux à court terme d'aller mettre un dev sur améliorer la barre de recherche que d'aller le mettre sur outils SaaS. Aussi, quand même, un enjeu c'est pas la même chose que de faire du e-commerce et que de faire du SaaS. Alors moi, un des trucs que j'ai découvert avec Penny Lane, c'est dans l'autre sens. Je m'explique, mais nous, on vient du monde du outil de gestion, outil comptable. On est venu rajouter un compte pro avec des cartes, etc. dans l'application. Assez vite, on s'est rendu compte qu'un compte pro, certes, ce qui fait que Conto est devenu le compte pro qu'il est, en vrai, c'est pas le produit, il est rien de rocket science. Le vrai enjeu, c'est l'acquisition. C'est du funnel de acquisition, KYB, KYC, relancer, et à chaque étape, il faut que tu optimises tout. C'est en fait du e-commerce, quoi. Et je peux te dire que moi, faire passer de mes devs qui sont spécialistes de faire des features de SaaS, les faire changer de mindset pour leur dire maintenant ton job c'est d'optimiser un funnel de e-commerce, ça a pris du temps, quoi. Et donc je pense que Booking avait un peu la même logique. Et après, pour eux, c'était une goutte d'eau. Alors la structure du deal, on a aussi gagné des sous comme ça. La structure du deal était que on touchait, en gros, ils ont racheté la boîte à 25 millions, qui est plus connecté. On faisait 3 millions derrière. Et après, ils nous ont donné à nous fondateurs des stock options Booking. Et la boîte, il se trouve aussi qu'elle a fait x2 en 3 ans. Et que du coup, en fait, nous, on a touché le gros de nos sous sur l'earn-out. Voilà. Et après, pour eux, 25 millions, 50 millions, 100 millions, honnêtement, c'est une goutte d'eau. Si le truc se déploie avec succès sur l'ensemble de leurs hôtels, en fait, c'est rentabilisé assez vite. Et ce que je vois, c'est que, encore une fois, moi, je le redis, j'aurais pas peur cette fois-ci d'un Booking a posteriori, parce qu'en fait, c'est pas leur core business. Et surtout, il y a quand même toi, tu te bats, tu es dans ta startup, tu vas à fond, tu donnes ta vie. En vrai, eux, ils vont pas donner leur vie pour faire un SaaS pour optimiser les prix des chambres d'hôtel, quoi. Donc, au final, je suis d'accord que ça peut paraître déconnecté, mais je pense quand même que c'est rationnel. Si j'étais Booking, je pense que je l'aurais fait. Ouais, parce que tu t'achètes de la vitesse. Ouais. Allez, Dorothée. Ouais. Merci beaucoup, Arthur. Moi, j'avais une question sur la recherche de ton client principal. À un moment donné, donc, tu expliques au tout début de sa phase d'idéation, tu dis je veux attaquer un gros marché, je sais qu'il y a un sujet sur la comptabilité, et tu as interviewé des entreprises, beaucoup d'entreprises et assez peu d'experts comptables, ce que j'ai compris, qui étaient un peu les hagards, qui étaient un peu sceptiques. Mais au final, ton client principal, ce que je comprends, c'est que c'est les experts comptables. Et donc, je voulais comprendre ce choix de se dire, tu aurais pu faire un service de comptabilité plutôt dirigé entreprise, et en fait, finalement, tu as attaqué les experts comptables. Pourquoi ? Alors, nous, quand on parle en interne, les experts comptables, c'est nos partenaires, et les entreprises sont nos clientes. Okay. Pourquoi ? Parce que tu es dans un modèle, juste que tu as en tête, les outils historiques de comptabilité pour les cabinets sont pas très chers. Tout simplement, c'est assez logique. Un expert comptable, lui, il se dit, parce que nous, on facture au dossier, au cabinet, et il se dit, en vrai, moi, j'ai tant de revenus, sur chaque dossier que je vais rajouter, je vais devoir payer un coût au dossier. Et du coup, l'expert comptable, il est assez sensible au prix qu'il paye par dossier, n'importe quel outil, quoi. Là où l'entreprise finale, elle, ce qu'on va lui facturer pour son outil de gestion, elle ne le voit pas comme un coût unitaire. Aujourd'hui, le panier moyen de Penny Lane, il est de l'ordre de 45 € à peu près par mois. Alors ça va entre 14 et 10 000. C'est assez vaste par mois, mais pour une entreprise. Une ETI, 10 000, c'est... mais du coup, toi, en tant qu'entreprise, que tu payes 20, 30, 40, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est que ça te facilite la vie. Et donc, on est dans un marché assez spécial, où certes, oui, c'est avec les experts comptables qu'on bosse, mais en vrai, moi, si je fais que vendre mon outil à l'expert comptable, je ne gagne pas ma vie. Je vais jamais aller rentabiliser les investissements que j'ai faits. Et du coup, la valeur,
Et tu as la même chose sur la paye. L'énorme enjeu, c'est le moteur de paye, ce que Silae a fait, qui est d'une complexité incroyable. Mais pareil, l'expert comptable, il paye au final pas très cher au dossier ou à la fiche de paye Silae. Et une boîte, elle paye beaucoup plus cher son extranet, ce qu'on appelle le SIRH, où tu rentres tes congés, tes absences, qui est infiniment plus simple à construire que le moteur de paye. Mais toi, tu es moins sensible en tant qu'entreprise. Et donc, on est quand même dans un business complexe. C'est ça où je disais au début, on a beaucoup pensé à la stratégie. Et, hein, aujourd'hui, que tu as en tête, j'ai à peu près, je dirais 20%, 25% de mon chiffre d'affaires qui vient des experts comptables et 75% qui vient des entreprises utilisatrices de l'outil. Mais par contre, c'est vraiment, on est main dans la main, on bosse main dans la main avec les experts comptables pour que l'outil, pour aligner, je parlais tout à l'heure d'aligner les intérêts, mais pour aligner parfaitement les intérêts avec les experts comptables, pour qu'ensemble, on ait intérêt à aller équiper aussi les clients des experts comptables. Et donc, c'est pour ça que c'était si important de parler aux deux parties, parce que c'est vrai que la valeur, et alors moi, si je pouvais, entre guillemets, vendre que aux experts comptables, tant mieux. C'est juste que ça marche pas, quoi. C'est pas possible. Financièrement. Ouais. Okay. Donc c'est comme ça que finalement tu as réussi à avoir la viralité. Enfin... Et après, nous, on est dans un modèle, effectivement, normalement, quand tu fais du SaaS, tu n'as pas de viralité. La viralité, elle est plutôt quand tu fais de la marketplace, l'offre, la demande, etc. Moi, j'estime que tu as un peu 3 facteurs de viralité dans notre business. Le premier, c'est effectivement que un expert, en France, tu as 3-4 millions d'entreprises. À peu près 12 000 cabinets, d'entre 10 et 15 000 cabinets d'expertise comptable. Du coup, ça fait beaucoup moins de monde à convaincre que s'il fallait aller convaincre 3 millions de boîtes une par une, premièrement. Et tu as quand même ce truc que du coup, l'expert comptable, il va tout de suite équiper plein de clients. Ces clients, ils ont des amis entrepreneurs. Leurs amis entrepreneurs, ils vont voir que toi, tu as une appli trop cool. Quand tu fais une dépense carte, direct, tu as une notif pour. Enfin voilà. Et du coup, ils vont, eux, aller voir leur expert comptable et dire mon pote, ma pote, elle a un super truc, là, Pennylen, pourquoi toi, tu ne me le donnes pas? Effectivement, tu as cette viralité qui fait que on rentre comme ça en contact avec les experts comptables. Le deuxième facteur de viralité, pour moi, c'est la connectivité. Parce qu'un des enjeux de productivité pour l'expert comptable, c'est récupérer les flux. Or, du coup, tu as un expert comptable, il a souvent des clients dans plein d'industries différentes. Du coup, il faut être connecté à tout un tas d'outils différents, HubSpot, mais aussi la caisse du resto, la caisse du coiffeur. Et du coup, si tu es l'acteur qui grossit le plus vite, tous ces outils-là, ils vont faire l'effort de se connecter avec toi sous la pression de leurs clients. Là où le petit acteur qui arrive, il ne va pas avoir le même éventail de connectivité. Et troisièmement, qui est quelque chose qu'on n'utilise pas encore beaucoup, mais pour moi, c'est un peu le truc final, c'est aussi la partie benchmark, données. Demain, si tu as si t'es, je sais pas, un restaurant, et que demain tu veux que ton expert comptable il puisse te dire tu payes plus cher le café que les autres, tu as envie que l'outil qui est utilisé, il y ait plein de sources de données pour que ton expert comptable il puisse te donner du benchmark très riche et pertinent versus la petite boîte qui vient de se lancer qui va te comparer avec des trucs pas vraiment comparables. Mais ouais, donc c'est ça le facteur de viralité, je pense, dans notre business. Et qui fait aussi que du coup, par contre, nous on estime que c'est ça qu'on sait bien faire, et le reste on ne sait pas le faire. Par exemple, nous on ne sait pas faire du marketing payant, on ne sait pas faire de l'outbound, et je pense par contre ça c'est un truc qu'on a peut-être bien fait, c'est de ne pas essayer de courir trop de méthodes d'acquisition client à la fois. On a décidé on va faire super bien le super produit pour les experts comptables, mais on a accepté que oui, on va jamais faire de la pub en ligne comme Conto, de l'outbound comme Agicap à Lyon, pour essayer de trouver des boîtes locales. Enfin, ils sont super forts chacun dans leur domaine. Nous, c'est pas le nôtre, quoi. Prendre une dernière question de ton côté, avant de te remercier Arthur pour le temps. Merci. Bonjour Julien, bonjour Arthur. Merci beaucoup pour l'intervention. J'ai une petite question sur l'acquisition client avec Price Match. Comment vous l'aviez réalisé à l'époque? Et si vous aviez à le refaire aujourd'hui, est-ce que vous utiliseriez d'autres méthodes? Et toujours sur l'acquisition client, est-ce que c'est une bonne idée quand on appelle ou quand on contacte des prospects de comparer notre solution aux concurrents? C'est-à-dire pourquoi vous n'utilisez pas telle solution qui nous mènerait peut-être plus rapidement à
en fait un constat de ce qui leur manque en fait. Donc même peut-être plus dans l'idéation. Ok. Alors Price Match, on a tout testé comme je disais, mais c'était douloureux, hein, il n'y avait pas de magie. Donc c'était call. Un call-caller ou une call-calleuse faisait 40-50 appels jour. Ça débouchait sur 4-5 démos bookés. Un AE qui allait faire du coup ces 4-5 démos, allait sur les 4-5 démos convertir à peu près 3 en free trial d'un mois, et après 80% de conversion du free trial vers le client payant. Et pour faire ça et que tu sois rentable, juste faut avoir en tête qu'il faut que tu sois dans un business où le panier moyen il est quand même assez haut, parce que tu peux pas faire ça. La seule boîte que je connais qui fait ça de façon rentable, c'est une boîte que j'ai accompagnée là, qui s'appelle Amenities. C'est un SaaS pour les tout petits hôtels, et le seul moyen qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont fait à Barcelone, où les commerciaux gagnent moins qu'à Lyon ou à Paris, quoi. Mais avec un panier moyen à 70 €. Mais moi, quand j'ai commencé à les accompagner, j'ai eu vraiment peur qu'ils n'arrivent pas à avoir des unités économiques qui tiennent la route en faisant du loudbound, etc. Ils ont réussi, quoi. Mais je connais pas beaucoup de boîtes, donc je pense qu'il y a une vraie question à se poser dès le début, c'est est-ce que le panier moyen que j'ai, il permet de faire ça? Mais s'il le permet, malheureusement, c'est souvent la meilleure méthode. Encore une fois, je disais, on est citant les locaux de l'étape, mais je pense qu'Agicap a fait ça à merveille. Et là, par contre, tu dois industrialiser, tu dois. Voilà. Et maintenant, sur citer les concurrents, moi, de manière générale, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, surtout pas de descendre la concurrence. Je pense que tu vas plus perdre que gagner à faire ça. Après, citer, je pense, c'est dur ça dépend surtout de ton business, quoi. Je pense quand même que si tu cites le concurrent, c'est que tu as un souci, que tu n'arrives pas à expliquer quel est le problème que tu résous, quoi. Vaut mieux expliquer, lui dire tu as ce problème, plutôt que de lui dire je suis mieux que tel outil, quoi. Je pense que c'est toujours plus puissant. Okay, parce que par exemple, il ne connaît peut-être pas l'outil et on lui met la puce à l'oreille sur justement une autre solution et on peut se faire bypasser comme ça, par exemple. Donc c'est peut-être pas une bonne solution, comme tu le dis. Si tu veux, on peut discuter après de ton cas à toi, mais moi, j'ai pas l'impression que en tant que prospect, que si tu me dis j'ai tel truc, ce soit. Par contre, un truc qui est puissant au tout début, notamment si tu as l'impression un peu que tu dois créer une catégorie, je pense que de dire je suis le de, donc moi le truc dire placer dans la tête des gens, de dire t'as Conto pour la banque, t'as truc, etc. Et moi je suis un peu la même chose pour la compta. Ça, c'est un truc qui marche bien, quoi. Ou de dire je suis, moi ce que j'utilise souvent comme analogie, c'est HubSpot. Pour moi, HubSpot, ils ont réuni au même endroit le marketing et le sales, la donnée marketing et la donnée sales. Nous, on fait la même chose avec la donnée finance, gestion et la donnée compta. Et un peu, ils ont démocratisé ce que Salesforce avait fait pour les plus gros. Tu vas te dire, tu es le HubSpot. Ce que HubSpot a fait avec truc, nous, on le fait pour la compta finance. Ça marche plutôt bien. Mais plutôt, du coup, pas aller prendre des concurrents, mais des boîtes complètement différentes, mais dire, je fais la même chose qu'eux dans mon domaine, quoi. Ça, je pense que pour que les gens comprennent ce que tu fais vite. Génial. J'allais dire, sauf si t'en es super fier, tu vois, nous on dit souvent qu'on est le Station F lyonnais, et ça nous va bien. Après, on explique pourquoi on est différenciant, mais voilà, je trouve que ça dépend des. Après, il y avait une mode à l'époque de dire je suis le Uber de quelque chose. Heureusement, on est passé à une autre étape, mais je trouve que quand tu dois vulgariser et justement que tu es sur un marché de remplacement, parfois ça peut aider d'ouvrir la porte, quoi, de cette façon-là. Ça, Vénitien te dira, moi, c'est pour le coup, nous, quand on est arrivé sur le marché, les experts comptables avaient très très peur qu'on soit là pour les ubériser. Et donc, on a dû, nous, vraiment expliquer, répéter que non. Et qu'en vrai, les clients ne voulaient surtout pas ubériser leur expert comptable. Au contraire, ils voulaient encore plus de conseils, mais que c'était juste qu'ils voulaient mieux bosser ensemble. Mais du coup, il faut faire gaffe. Tu vois, si nous, on avait dit on veut ubériser la compta, ça me collerait encore. Alors que je ne l'ai pas dit et j'ai dû m'en défendre, tu vois, mais je pense qu'il faut faire gaffe, effectivement, que l'image que tu prends te colle pas trop derrière, quoi. Et sur ces belles paroles, je vais te remercier. On peut applaudir Arthur. Merci encore pour ton temps.
et à très bientôt H7.